Lettre ouverte de Maël Kombila au carré. Les axes prioritaires décisifs à l'heure de la transition institutionnelle au Gabon. La déchéance progressive et la chute brutale du pouvoir dynastique des Bongo et du régime du Parti démocratique gabonais, ancien parti unique, a été saluée dès le soir du 30 août 2023 par l'ensemble des forces vives de la nation résidentes sur le territoire et dans la diaspora. Mais à l'heure de la transition politique au Gabon, quel diagnostic général, même partiel, peut-on dresser de la situation de notre pays ? Mais encore, quelles doivent être les principales priorités pour les nouvelles autorités en poste ? Il est clair que pour une grande partie de la population, nous pouvons actuellement compter parmi les problèmes les plus criards du Gabon les besoins structurels, mais aussi les problèmes conjoncturels. Parmi les faiblesses structurelles dont souffre le Gabon et qui sont bien antérieures au coup de libération, initié par le Comité pour la transition et la restauration des institutions, CTRI, nous avons les problèmes liés à l'énergie comme l'approvisionnement en eau potable et en électricité, les problèmes liés à la route comme le manque des voies de communication praticables en toute saison, les problèmes liés à l'aménagement territorial comme l'urbanisation sauvage, les problèmes liés au transport routier comme l'insécurité routière, les problèmes liés à l'environnement comme l'assainissement et la pollution des espaces urbains, marines et sous-marines. Quant aux problèmes conjoncturels urgents dont souffre le Gabon, et dont il pourrait souffrir davantage, nous avons les sanctions post-coup de libération, d'ordre multiple, qui ont d'abord conduit à la stigmatisation du pays vis-à-vis de la communauté internationale, en particulier celle émanant des pays dits démocratiques légitimes, ensuite à sa mise à l'écart de certaines instances internationales, et enfin à la suspension partielle ou totale de certains accords de coopération stratégique. À côté de ces problèmes post-coup de libération, nous pouvons également citer les problèmes transitoires pratiques tels l'absence ou la suspension temporaire des mécanismes démocratiques, mais aussi les carences observées au sein de l'appareil judiciaire qui avait déjà mauvaise presse sous l'ancien régime auprès des populations. De même, nous avons vraisemblablement également comme problème conjoncturel urgent l'incapacité apparente du gouvernement de la transition de lutter efficacement contre la vie chère, donc son impuissance manifeste à alléger le panier de la ménagère. À cela s'ajoutent les problèmes de cohésion sociale troublés par des voix discordantes de la société, qui dénoncent une certaine opacité dans les critères de nomination du Parlement de la transition, la réhabilitation sans consultation préalable des forces vives de la nation, de plusieurs piliers de l'ancien régime. Par ailleurs, comme problème conjoncturel, nous avons aussi le besoin ardent pour les Gabonais et Gabonaises de sang et d'adoption d'expérimenter de leur vivant l'élévation de notre pays, le Gabon, au rang de grande nation par son influence politique, son poids économique, mais également sa vitalité intellectuelle affairée, son pouvoir culturel incontesté, mais aussi son aura spirituelle impressionnante au regard de toutes les nations amies et ennemies. Rappelons à toute fin utile que nous parlons d'une grandeur qui soit non seulement une grandeur aux yeux du monde, mais aussi une grandeur dans le cœur du Dieu créateur de l'univers. À ce sujet, nous savons que la grandeur d'une nation au sens contemporain se résume souvent par le prestige dû à une victoire payée trop cher face à un ennemi ou un adversaire impitoyable. Mais il peut également se résumer à la puissance utilisée pour délivrer des peuples de la tyrannie, garantir la prospérité de son détenteur ou celle de ses alliés dans le besoin. Par exemple, le prestige tiré par l'Union des républiques socialistes soviétiques, l'URSS, après leur victoire face au régime nazi, ou le statut de superpuissance acquise par les États-Unis d'Amérique, USA, aux sorties de la Seconde Guerre mondiale, qui a permis à ce dernier de venir en aide et de soutenir l'Europe durant les années difficiles d'après-guerre. Ces modèles de prestige et de puissance imposés par les plus forts, gagnés par la force des armes, et payés au prix de vies humaines innombrables, nous semblent être très artificiels, notamment pour ceux et celles qui ont constaté le phénomène de désintégration progressive de l'Union des républiques socialistes soviétiques, et la perte de certaines zones d'influence des USA, qui assistent aujourd'hui malheureusement pour eux à l'émergence de nouveaux acteurs considérés encore il y a quelques années en arrière comme des pays du tiers-monde. Notamment la République populaire de Chine, qui mène une concurrence économique redoutable aux États-Unis d'Amérique, ou la République islamique d'Iran, qui conteste la suprématie américaine et contribue à mettre à mal l'hégémonique politique du pays de l'oncle Sam dans plusieurs parties du globe.
Ces modèles de prestige et de puissance classiques qui interviennent souvent à la suite de victoires ou de conquêtes, peuvent faire le bonheur des peuples à une certaine période, les laisser dans la stupeur et la désillusion totale. Ce genre de modèles de prestige et de puissance qui peuvent certes susciter la jalousie et la convoitise semblent s'effriter naturellement au gré du temps, des alliances qui sont encouragées par la convergence des intérêts et les rapports de force, plutôt que par la volonté de Dieu. Ils ne peuvent donc pas être vus comme les meilleurs modèles à suivre pour le peuple de Dieu sur la terre, car leurs durées sont très circonscrites, limitées, voire leurs acquis très éphémères. Pour Dieu et son peuple, les meilleurs modèles de prestige et de puissance à imiter ou dont on doit s'inspirer est très certainement ceux qui renvoient ou aspirent à la grandeur éternelle sur la terre et dans le ciel. La grandeur éternelle pour certains peut paraître utopique ou même complètement irrationnelle. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est impossible à réaliser ou à atteindre. La grandeur éternelle pour une nation est une énergie positive constante, qui pousse chaque citoyen et chaque citoyenne d'un même pays à accomplir la volonté de Dieu de génération en génération. Elle est à ce titre transcendantale et transgénérationnelle. Elle nous pousse à nous surpasser et nous oblige à passer le flambeau, donc à transmettre sans discontinuer un patrimoine vital ou existentiel, qui n'a pas vocation à mourir avec ses porteurs originels, mais plutôt de survivre à leur absence, voire même se développer à leur disparition. La grandeur éternelle n'est pas juste qu'un simple concept, non. Vous pouvez la percevoir comme une unité de mesure de prestige, et un nombre à la puissance exponentielle, qui invite les citoyens et citoyennes d'une même nation à mieux s'organiser et mieux poursuivre leur destinée glorieuse dans le temps et dans l'espace. La grandeur éternelle est un sentiment bien connu des croyants du monde entier, qui aspirent au plus grand patrimoine terrestre et céleste que Dieu les a jamais offert, à savoir respectivement la République à laquelle on appartient tous pour la plupart, car celle-ci nous ayant vu naître ou nous ayant adoptés, mais également le royaume de Dieu qui est une promesse divine que nous pouvons tous nous approprier, et à laquelle on accède par le salut de notre âme et le don de la vie éternelle. Il existe dans les faits une multitude de biens, qui peuvent faire partie du patrimoine national pour un pays. Mais les plus précieux d'entre eux sont au nombre de 3, à savoir le peuple, notamment un grand peuple, une terre, notamment une terre sacrée, et des institutions, notamment des institutions performantes qui encadrent ou rythment le fonctionnement de la République. Mais qu'est-ce qui peut faire en réalité fondamentalement la grandeur du peuple gabonais en particulier et africain en général pour l'éternité ? À mon humble avis, ce qui peut faire la grandeur de notre peuple, c'est sa souveraineté qui n'a de plus grande que celle de Dieu, l'indépendance de son ou ses territoires dont les zones ne doivent absolument ni être violées, ni annexées, ni occupées illégalement par des forces hostiles au bon fonctionnement de l'état de droit. Mais en plus, à côté de cela, ce qui peut faire véritablement la grandeur de notre pays, le Gabon, de notre continent ancestral dans son ensemble, c'est la généralisation de l'autonomie institutionnelle qui peut sans l'ombre d'un doute participer à notre progrès à tous. Le caractère souverain du peuple de Dieu fait qu'il ne peut être assujetti que par Dieu, donc qu'il ne peut accepter ni d'être, ni de vivre sous le commandement de forces ou de puissances occultes opposées sous le règne des ténèbres comme sous celui de la lumière sur terre. Le caractère indépendant du territoire confirme la valeur sacrée et inestimable des terres intérieures et des frontières, qui ne peuvent être sacrifiées pour une quelconque raison que ce soit, et par qui que ce soit, quel qu'en soit le temps et les circonstances. Le caractère autonome des institutions est justifié par leurs fonctionnalités et leurs opérabilités par rapport à l'ensemble des systèmes étatiques. Parce que la souveraineté populaire, l'indépendance territoriale et l'autonomie institutionnelle peuvent contribuer à un meilleur rayonnement de l'État, donc participer à l'amélioration de son image à l'international, il me semble qu'ils doivent être considérés par les politiques en poste et par ceux et celles qui seront appelés à l'être comme des axes prioritaires décisifs. Par Maël Kombila.